Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un vidéo club. Une vidéo où je vais vous présenter ce que j'ai regardé pour avril autour de l'ASF, mais pas que. Je vais vous présenter également les oubliés du mois de mars. Car oui, au mois de mars, il n'y a pas eu de vidéo club. Tout simplement parce que j'ai zappé de vous la faire. Et quand je m'en suis rendu compte, il était un peu tard. Donc je me suis dit, on va combiner avril et mars. Je m'y perds moi-même. On va combiner les 2 mois pour ne faire qu'une seule vidéo. Donc elle risque d'être un petit peu longue. Je vous conseille d'aller vous chercher un café, un thé, un chocolat chaud, une boisson énergisante, quelque chose pour vous rafraîchir. Je vais essayer de faire moins d'1 heure de vidéo. Donc on va pas perdre de temps et on va y aller tout de suite. Let's go! On va commencer cette vidéo par le premier film que j'ai vu au mois de mars. C'est un film Marvel. Il s'agit de Daredevil qui est sorti en 2003. Les gars, c'était il y a 20 ans. Un petit coup de vieux quand j'ai vu cette date. Voilà, on est avec Ben Affleck, Jennifer Garner et même Colin Farrell. Dans ce film, on va suivre Matt Murdock qui, enfant, a perdu la vue en étant aspergé de produits, de substances radioactives. Voilà. Il va perdre l'usage de sa vue, mais par contre, ses autres sens vont être décuplés. Et plus tard, ça va devenir un héros qui va être là pour faire régner l'ordre. Il va devenir le Daredevil. C'est un film que j'avais déjà vu il y a très longtemps et je n'en avais plus aucun souvenir. La seule chose que je me rappelais, c'est que j'avais beaucoup aimé le personnage de Daredevil. Et du coup, j'ai eu envie de me rafraîchir la mémoire et de retourner dans cette histoire. Et j'ai vraiment passé un super bon moment. C'est vrai que, effectivement, Daredevil, c'est un personnage que j'aime beaucoup. C'est un personnage qui est animé par la soif de justice. C'est un personnage qui a eu des bâtons dans les roues. Il est devenu aveugle étant enfant. Et il a su dépasser son handicap pour être une meilleure version de lui-même. Alors effectivement, il a eu un petit coup de pouce avec ses dons, mais je trouve que c'est un beau message, ce côté d'avoir un super-héros aveugle. J'ai également beaucoup aimé la relation que notre héros entretient avec Madame Elektra, interprétée par Jennifer Garner juste ici. Je trouvais que ça a amené du piquant dans l'histoire, une petite romance bien sympathique, assez volcanique même, je dirais, parce que Madame Elektra, elle ne se laisse pas faire. Ça amène du piment vis-à-vis des méchants du film et tout, donc je trouvais que c'était vraiment sympa ce côté romance, mais romance volcanique. A contrario, il est vrai que le film a pris peut-être un petit coup de vieux quand on le compare au film Marvel de maintenant, au MCU. Le film a été fait en 2003, faut pas l'oublier, donc les effets n'étaient pas les mêmes que maintenant. Alors forcément, il souffre d'une concurrence déloyale. Maintenant, je trouve que également dans ce film, ce qui manque, c'est la psychologie du héros. J'ai beaucoup aimé les scènes d'action, j'ai beaucoup aimé la relation avec Elektra, mais je trouve que la psychologie du personnage passe peut-être un petit peu à la trappe. Et c'est vrai que ce genre de héros, moi j'aime bien qu'il soit torturé, surtout avec le vécu qu'a eu Matt Murdock. Et je trouve que c'est peut-être pas assez mis en valeur dans le film, c'est peut-être pas assez creusé. Et je trouve ça peut-être un petit peu dommage. Voilà. J'ai passé un bon moment dans ce film. Je l'ai peut-être un peu idéalisé avec les années, mais j'ai passé un bon moment de divertissement et c'était très sympa de le revoir quand même. Maintenant, on va complètement changer de genre et d'époque puisqu'on va partir à Dunkerque, voilà, dans le Nord. On va partir dans ce film de guerre qui a été réalisé par Christopher Nolan. Dedans, on retrouve Tom Hardy, Cillian Murphy, Harry Styles également. Donc, dans Dunkerque, on arrive à Dunkerque, le nom l'indique, en 1940, pendant la Seconde Guerre mondiale. On tombe en plein quand les forces alliées, pendant la guerre, se retrouvent bloquées sur les plages du Nord, encerclées par l'armée allemande. Voilà, on se retrouve sur cette plage où les hommes n'ont plus aucun moyen de repli. Ils sont bloqués, ils attendent juste des secours. Ils attendent des bateaux venant d'Angleterre.
Et voilà, on retrouve cette partie-là de l'opération Dynamo, où les hommes veulent être sauvés et ils se font canarder par l'ennemi, par les Allemands. Et voilà, ce film nous emmène vraiment sur ce court passage de la guerre 39-45. Dans cette histoire, on plonge vraiment dans l'enfer de la guerre. Et je trouve qu'à travers notre écran, on la ressent presque, tellement l'image nous plonge, on est vraiment en immersion avec ces hommes, en fait, avec ces destins d'hommes. Et je trouve que l'image arrive à retransmettre toutes les émotions, la terreur, la peur, la haine. Tout ça est transmis à travers les images, mais magnifiques. Et je trouve que ce film a une esthétique incroyable. La beauté enfin, d'un côté, c'est hyper beau et d'un côté, c'est horrible parce qu'on se dit ça a existé. Mais je trouve que la qualité d'image, comment le film a été tourné, je trouve que c'est magistral. On va être sous plusieurs points de vue de cette opération Dynamo. On va suivre plusieurs personnages. Et ce qui est troublant, c'est qu'on ne sait absolument rien d'eux. On n'a pas de flashback sur qui ils sont. On n'a pas de... Non, c'est vraiment... le spectateur, on est jeté dans l'arène. On est jeté avec ses soldats. Et on vit cet événement avec eux. Et je trouve que ça n'empêche en rien ce sentiment où on a de la peine pour eux, on a de l'empathie, on s'accroche à eux, on espère qu'ils vont faire partie des survivants. C'est jusqu'au bout, on est avec eux, on est saisi à travers les images, à travers ce qu'on voit, et tout ça sans rien savoir d'eux. On ne sait pas si c'est des bonnes ou des mauvaises personnes, si on ne sait pas, et on vit cet événement avec eux, et en fait, pour moi, c'est là la force du film, c'est qu'on arrive à s'attacher aux personnages sans rien savoir d'eux, juste en vivant l'horreur avec eux, et vraiment, ouais, ce film, ça a été une claque pour moi. Alors par contre, je ne suis pas du tout assez calé sur l'histoire de la guerre, sur tout ça. Donc au niveau de la consistance historique, je ne sais pas si c'est fiable ou pas. Je ne sais pas s'il y a des choses qui ont été inventées, qui ont été changées. On est ici du point de vue anglais, pas du point de vue français. Maintenant, moi je l'ai regardé comme un film. J'ai pas regardé ça comme un documentaire. Je sais que dans ce genre d'histoire, il y a souvent des choses à prendre et des choses à laisser. Moi, je l'ai vraiment regardé comme un film et en sa qualité de film, j'ai passé un excellent moment. Comme je vous dis, c'était une claque. Les images étaient incroyables. C'était un casting aux petits oignons. Vraiment, moi, j'ai adoré et je ne peux que vous conseiller cette histoire. On va changer d'ambiance une fois encore et on va partir dans une série. On va partir dans la série Prisma qui est disponible sur Prime Video, qui compte actuellement une saison. La saison 2 n'a pas été annoncée, mais la série n'a pas été annoncée comme étant arrêtée. Donc je croise les doigts pour qu'elle soit reprolongée d'une nouvelle saison parce que vraiment elle le mérite. On est ici sur une série italienne. Prisma, c'est quoi? C'est l'histoire d'Andrea et Marco qui sont deux frères jumeaux. Ils sont unis par le même physique, mais par contre ils ont des personnalités complètement différentes. Andrea, c'est plus le côté un peu plus foufou. Il a plein d'amis, il est assez charmeur. Il a aussi ses mauvais côtés parce qu'il est dans la drogue, voilà. Et, euh, et Marco est tout l'inverse. Marco est très renfermé. Il côtoie peu de monde, il est très timide. Et lui, son truc, c'est pas la drogue, c'est la natation. Il adore nager, il est très fort en natation. Malgré leurs différences, ils sont pourtant très proches. Et pour la première fois, Andrea a loupé ses examens. Il va donc devoir redoubler son année. Et Marco, quant à lui, passe en classe suivante. Donc pour la première fois, ils vont être séparés et ils vont devoir apprendre à évoluer chacun de leur côté. Et ce qui va être la première fois parce qu'ils sont quand même très solidaires l'un avec l'autre. Ils se complètent beaucoup et ça va être un changement pour l'un et pour l'autre. C'est la complémentarité de ces deux hommes que j'ai vraiment aimé dans cette histoire. Ils ont chacun leurs failles, ils ont chacun des blessures, ils ont chacun des secrets. Andrea, mon préféré, cache un lourd secret
voilà. Et on va le voir évoluer au fil de la série dans l'acceptation de ce secret. Je ne vous dirai pas quel secret il cache. C'est à découvrir en regardant la série, mais c'est un beau secret. Marco, quant à lui, c'est vraiment le garçon qui avait l'habitude de se cacher derrière son frère. Euh, il a un côté vraiment timide, comme je vous disais, et c'est vrai qu'il se reposait beaucoup sur son frère. Et cette fois, il va devoir vivre un peu par lui-même, découvrir le monde par lui-même, et pour la première fois. Et du coup, on va le voir évoluer, on va le voir prendre ses propres décisions, se tromper parfois. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce personnage également. J'ai eu de la tendresse pour ces deux garçons qui, comme je vous dis, qui ont des chemins de vie qui étaient liés, qui se séparent, et chacun va devoir faire face à lui-même finalement. Plutôt que vivre dans l'ombre de l'un et de l'autre, ils vont devoir vivre par eux-mêmes et ils vont affronter chacun ce qu'ils cachaient. Et vraiment, j'ai trouvé cette série d'une douceur, d'une beauté. Et j'ai vraiment adoré. C'est dur parce que j'aimerais tellement vous donner envie de regarder cette série parce que j'ai l'impression que personne n'en parle, alors que c'est un petit bijou qui se trouve sur Prime Video. Et voilà, j'ai tellement de choses à vous en dire, mais que je ne peux pas parce que ça vous gâcherait tellement l'expérience Prisma. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a certains passages queer. Voilà, c'est tout ce que j'en dirais. Et personnellement, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré cette histoire. Les acteurs, l'acteur principal joue les deux frères jumeaux. Et je trouve que on n'y voit que du feu. Ça pourrait être parfaitement joué par deux vrais frères jumeaux. Et là, le fait qu'à la fin de la série, quand j'ai fait ma chronique et j'ai voulu regarder les acteurs et j'ai vu qu'en fait c'était une seule et même personne, j'ai dit pardon. Mais le talent du gars, quoi. Parce que moi, je m'en suis pas du tout douté. Pour moi, c'était vraiment deux frères jumeaux qui incarnaient deux frères jumeaux à l'écran. Et vraiment, j'ai trouvé ça cool. Il y a du rebondissement, il y a du bon sentiment. Voilà. Si vous devez me faire confiance sur une série et vous lancer, ce serait sur Prisma. Au mois de mars, j'ai vu peu de choses parce que je me suis concentré sur une série. Voilà, de base, je devais juste regarder la saison 1. Et en fait, j'ai tellement été pris dedans que j'ai concentré mon temps de visionnage sur cette série et je me suis enquillé les 3 saisons. Mesdames, messieurs, nous partons à Versailles. Dans cette histoire historico-romancée, nous allons suivre Louis XIV, roi de France, qui arrive à Versailles, qui était un ancien pavillon de chasse de son père, pour le transformer en un palais grandiose qui fera parler dans le monde entier. Au-delà du luxe et des ambitions complètement démesurées de Louis XIV, dans cette série, on va être confronté à de l'amour, de la trahison, de la vengeance, des complots, enfin, plein de choses qui vont complètement rythmer les 3 saisons de cette série. C'est une série qu'on m'a souvent conseillé de regarder. Au début, j'avais un petit peu peur parce que c'est vrai que je manque de connaissances sur la monarchie française. J'avoue que je me mélange un peu les pinceaux entre tous les rois. Voilà, c'est vrai que c'est une période qui m'avait jamais vraiment trop intéressé. Et en fait, j'ai commencé la série Versailles et j'ai enchaîné les 3 saisons parce que j'ai adoré. Vraiment, j'ai été pris dedans. Alors, je sais qu'elle fait parler parce qu'il y a supposément des incohérences, il y a des personnages inventés, tout ça, tout ça. Mais c'est de l'historico-romancé. Et en fait, je me basais sur ce que je voyais à la télé. Et à chaque fin d'épisode, j'avais mon portable et j'allais faire mes recherches. Donc en fait, elle m'a apporté également des connaissances vis-à-vis de ça parce que j'allais regarder des vidéos, j'allais regarder des documentaires, j'allais lire des papiers sur ça. Donc je sais ce qui est vrai, je sais ce qui n'est pas vrai, je sais les libertés qu'ont pris les scénaristes, mais j'ai passé un excellent moment et ça m'a permis d'apprendre des choses. Alors peut-être grâce à la série, peut-être après sur ce que j'ai creusé sur Internet, mais dans tous les cas, j'ai appris des choses grâce à Versailles. J'ai trouvé la série vraiment complète, que ce soit sur le point de vue familial et sentimental avec les maîtresses du roi, avec sa famille, son frère, personnage que j'ai adoré, que je ne connaissais pas du tout, que j'ai découvert dans cette histoire. Et vraiment, j'ai adoré le duc d'Orléans, monsieur. Pour moi, c'était la révélation de la série parce que
j'ai vraiment adoré ce personnage, son histoire, ce qu'il vit d'être dans l'ombre de son frère comme ça, et tout ce par quoi il est passé, et cet homme vraiment très atypique à la cour. Voilà, j'ai adoré ce personnage, donc j'ai aimé ce côté familial, tout le côté relationnel autour du roi. J'ai aimé le climat politique, avec le soulèvement, avec comment le roi était avec son peuple. Voilà, j'ai aimé les complots à l'intérieur de Versailles. J'ai vraiment aimé la série dans sa globalité sur toutes les facettes en fait qui sont mises en lumière dans cette histoire. J'ai beaucoup aimé la première saison. Voilà, je l'ai trouvé vraiment très bien. Ça permettait vraiment de faire connaissance avec les protagonistes, vraiment d'en savoir plus, de creuser et tout. Ça m'a vraiment permis de visualiser. Et après, on est parti en saison 2. Alors là, la saison 2, j'ai kiffé parce que c'était l'histoire des poisons. Et j'étais à fond, je voulais trop savoir qui étaient les empoisonneurs, qui faisait ceci, qui faisait cela. Et j'ai vraiment adoré cette saison 2, cette chasse aux sorcières. C'est vraiment le cas de le dire. Et vraiment, j'ai été pris dedans. J'ai trouvé les 2 premières saisons vraiment très bien, très différentes l'une de l'autre, et pourtant très bien. La saison 3 est celle que j'ai peut-être le moins aimée. Peut-être parce que j'ai trouvé dans cette saison que les personnages avaient changé pas de comportement, peut-être de mentalité. Ils ont tous laissé venir une part sombre, mais d'un coup, entre la fin de la saison 2 et le début de la saison 3, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tous les personnages étaient vraiment en mode sombre. L'histoire était sombre aussi. J'ai trouvé une ambiance différente dans cette saison 3. Alors, je dis pas que je n'ai pas aimé. Je dis juste que j'ai trouvé vraiment qu'elle dénote un petit peu par rapport à la saison 1 et 2. On va suivre ici le mythe du masque de fer. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai moins aimé cette saison. C'est-à-dire que autant sur les 2 premières, on pouvait se baser sur des faits historiques. Alors il y avait des libertés qui étaient prises, mais on en revenait toujours à des choses qui étaient vérifiables. Donc même si ce n'étaient pas les bonnes choses qui étaient mises à l'écran, voilà, on savait et tout. Là, en fait, sur le masque de fer, c'est un mythe. Et du coup, j'ai pas aimé que ce soit cette intrigue-là qui soit mise en avant dans la saison 3. Voilà, c'était pour moi le côté historique dénoté parce que on ne sait pas à l'heure qu'il est si le masque de fer a vraiment existé, on ne sait pas qui était dessous. Donc j'ai trouvé en fait cette liberté-là, c'est ce que j'ai moins aimé dans cette saison. Et j'ai trouvé un petit côté décevant que ce soit ça qui soit mis en évidence. Voilà, j'aurais préféré peut-être autre chose. Maintenant, même si j'ai adoré la série dans sa globalité, justement, j'étais tellement frustré à la fin de la saison 3 parce que mais j'en voulais encore en fait. Je voulais continuer à découvrir l'histoire de France sous ce format, avec des acteurs, avec des histoires. Mais là, j'étais parti pour remonter jusqu'à Napoléon, quoi. C'était vraiment, j'aimais tellement découvrir l'histoire sous ce format. Je vous dis, à chaque fin d'épisode, avec ce que j'avais vu, j'allais vérifier sur Internet si c'était vrai, ce qui était vrai, ce qui ne l'était pas et tout. Et vraiment, j'adorais découvrir l'histoire de France sous ce format-là. Que ce soit les décors, que ce soit les costumes, que ce soit les acteurs, parce que les acteurs sont incroyables, je trouve, dans cette série, ça a vraiment été un coup de cœur. Voilà, c'est malgré la saison 3, malgré la déception de cette dernière saison, ça a été un coup de cœur parce que je trouve que le boulot fait sur cette série est vraiment incroyable. Je la trouve mais tellement qualitative. J'ai adoré, vraiment, j'ai adoré. C'est une série, je suis tellement content d'avoir eu ce coffret. Je l'avais eu à Noël et vraiment, c'est une série que je regarderai à nouveau parce que, à peine terminée, j'avais déjà envie de la revoir. J'ai passé un excellent moment dans cette série, je ne peux que vous la conseiller. Il y a plein de choses, il y a de l'action, il y a de l'émotion et c'est enrichissant, c'est vraiment enrichissant. Donc, bah voilà, c'est mon avis dessus, j'ai adoré. On arrive sur le mois d'avril. Et donc, avril, j'ai vraiment concentré sur avril autour de la SF, organisée par Céline Lecture. Moi, j'adore regarder des films et des séries, beaucoup de post-apo et de dystopie.
Et voilà, j'ai vraiment mis l'accent sur ce challenge. Donc je me suis concentré vraiment SF, SF, SF. Et la première série que j'ai regardée justement dans le cadre de ce avril autour de la SF, il s'agit de Tribes of Europa. Je pense que ça veut dire Tribu d'Europe en anglais. C'est une série allemande qui est disponible sur Netflix. C'est un post-apo. Et elle compte 6 épisodes, une saison de 6 épisodes. Cette série nous emmène en 2074, dans un monde qui n'a plus grand-chose à voir avec le nôtre. En fait, par le passé, il y a eu une panne mondiale, qui a complètement coupé l'électricité, les réseaux, toutes les technologies que nous avons actuellement, tout ça n'existe plus. Tout ça est fini et donc le monde s'est écroulé. Sans électricité, sans tout ça, le monde s'est écroulé. Les pays se sont complètement dissolus et tout ça a donné lieu à des micro-États, ce qu'on appelle plus communément des tribus. Voilà, ce sont des petits groupes de personnes qui luttent pour prendre le pouvoir et devenir un peu les maîtres du monde. Donc il y a des affrontements de territoires, de denrées, voilà, il y a un peu les gentils, il y a un peu les méchants. Et parmi ces tribus, on va rentrer dans l'une d'elles qui vit en totale autarcie. Donc il y en a qui essayent de reconstruire, de trouver des alternatives. Cette tribu où on va débarquer, c'est vraiment une tribu qui essaie de se suffire à elle-même et qui renoue avec la nature. Ils sont en pleine forêt, ils essayent de ne pas faire de bruit, de ne pas se faire démasquer. Ils essayent de vivre pour eux, entre eux. Dans cette fameuse tribu, on va suivre une fratrie de 3 enfants j'ai pris mon anti-sèche parce que les noms, qui s'appellent Liv, Kiano et Elja. Voilà, ils sont tous les 3, c'est des frères et sœurs. Et un jour, alors qu'ils sont en train de s'entraîner à chasser, ils vont voir un vaisseau spatial s'écraser devant leurs yeux. Normalement, la technologie est censée ne plus fonctionner. D'où sort ce vaisseau spatial? Voilà, c'est l'intrigue de cette histoire. J'ai beaucoup aimé ce monde vraiment post-apocalyptique. C'est plus du tout le monde qu'on connaît et je l'ai trouvé vraiment intéressant, surtout avec ce postulat de départ de qu'est-ce que deviendrait le monde si on n'avait plus aucune technologie. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. J'ai aimé la façon dont le monde était emmené, que forcément l'humain veut toujours plus, veut toujours régner. Et du coup, j'ai vraiment aimé cette espèce d'un peu guerre de territoire. C'était vraiment très intéressant. Concernant les personnages, on va vraiment être avec ces 3 personnes qui ont toujours été habituées à être ensemble, à vivre en autarcie. Et en fait, avec tout ce qui va découler de ce crash de vaisseau spatial, les 3 vont être séparés et vont chacun avoir une quête à mener. Ils vont tous être chacun de leur côté, sans contact l'un avec l'autre, les uns avec les autres. Et j'ai beaucoup aimé ce côté en fait découverte, parce qu'en fait, eux ne sont jamais sortis de leur forêt, donc ils découvrent le monde et on le découvre avec eux. Donc ce côté-là, j'ai vraiment apprécié. Les 3 nous emmènent dans des situations différentes, face à des personnes différentes, des rencontres différentes, et du coup, ça permet de voir vraiment le monde dans sa globalité, parce que chacun va être confronté à plusieurs choses dans sa quête. Et ça nous permet, nous, de voir une vue globale sur les trois personnages et donc sur les trois mondes qu'ils explorent. Alors, mon premier bémol avec cette série, comme je vous dis, j'ai été vraiment pris dedans par rapport au monde. Mon premier bémol, c'est par rapport au vocabulaire. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est une série allemande et qu'il y a des termes qui sont restés, ou si c'est de la traduction qui n'a pas été bien faite, ou si c'est un vocabulaire créé pour cela. Mais j'ai trouvé des fois des termes vraiment riches et je me perdais en fait parce qu'il y avait des appellations qui sortaient de nulle part et tout. Je me disais mais c'est quoi ça? Je pense notamment au niveau des hiérarchies et tout. Voilà, c'était surtout par rapport à ça où les noms je pigeais pas trop. Maintenant, mon deuxième bémol, et je vais arrêter de faire la promo de cette série, c'est que la série a été
annulée au bout d'une saison, donc au bout de ces 6 épisodes. Et que je ne vous la conseille pas du tout, puisque la série se termine avant qu'on ait les résultats des quêtes. Donc en fait, c'est comme si vous coupiez la moitié du film. On ne sait pas ce qui arrive à aucun des trois, parce que la série se coupe vraiment avant qu'on ait des réponses, tout simplement. Ça coupe quand ils sont dans leur quête, et je me dis, mais en fait, là j'ai regardé 6 épisodes pour rien, parce que je ne saurais jamais ce qui arrive à la fin. Je ne saurais jamais s'ils arrivent ou pas. Je ne saurais... Voilà, c'est un sentiment de frustration énorme de me dire que j'aurai jamais la fin de cette série, parce que malgré quelques petits trucs, elle était vraiment bien, elle était vraiment cool, mais du coup, je la conseille pas, parce que on n'a pas la fin. La série se termine, tu te dis, mais attends, mais là, il manque des informations, là, non, ça s'arrête comme ça. C'est comme si tu étais dans Harry Potter, t'as Harry Potter qui fait tout ça, qui débarque devant la trappe, ou gardé par le chien, là, à 3 têtes, et paf, ça s'arrête là, fin du film, the end. Donc voilà, la frustration, elle est énorme de ne pas avoir de fin, de me dire que je n'aurai jamais la fin. Pas parce que la série m'a complètement bouleversé, m'a complètement pris et tout, parce que c'était pas le cas, c'était sympathique. Comme je vous dis, j'ai beaucoup aimé le monde. Maintenant, c'était pas la série qui a changé ma vie, mais c'est juste de me dire que j'ai regardé quelque chose pendant 6 épisodes, et j'ai passé 6 heures à regarder une série dont je n'aurai jamais la fin, dont je n'aurai jamais les tenants, les aboutissants. Et je trouve ça juste dommage, et j'en sors vraiment avec un sentiment de temps perdu. Donc c'est pour ça que je ne vous la conseille absolument pas, parce que vous allez sortir frustré, et voilà, c'est du temps perdu. Regardez autre chose. Cette fois, c'est un film dont je vous parle, et on va parler de Numéro 4 avec Alex Petitfer, Teresa Palmer et Diana Agron. Ce film est l'adaptation du premier livre de la saga des Loriens par Pittacus Lore. Voilà, je n'ai jamais lu les livres, mais ce film, je l'avais déjà vu, j'en avais pas vraiment de souvenir, et j'ai eu envie de le revoir. Dans cette histoire, on va suivre John. John qui est un extraterrestre. Il a été envoyé sur Terre avec 7 autres enfants pour survivre à une invasion extraterrestre sur sa propre planète. Voilà. Sa planète a été détruite. J'allais dire les membres de sa famille, oui, mais plus généralement, les habitants de sa planète d'origine ont été massacrés, ont été tués. Et donc, du coup, ces 8 enfants ont été envoyés sur Terre pour survivre. Voilà. Et en fait, on va retrouver John, adolescent, qui tente de survivre à son tour, puisque les fameux méchants extraterrestres ont retrouvé la trace de ces jeunes, et du coup, ils essayent de les traquer pour les tuer. Voilà le speech de départ. J'ai beaucoup aimé le personnage de 4, qui du coup a une apparence humaine, grandit avec les humains, et pourtant ne s'épanouit pas comme les jeunes de son âge, puisque en fait sa vie se résume à être sur les routes, à changer d'identité. Dès qu'il se lie un peu avec des amis ou quoi, il doit tout quitter, il doit abandonner tout le monde, disparaître, ne laisser surtout aucune trace, parce que les méchants extraterrestres sont sur ses traces. Et vraiment, j'ai trouvé ce personnage très touchant, en fait. Il demande qu'à vivre, et finalement, il a survécu à sa planète, mais il ne vit pas, il survit sur la nôtre. J'ai aimé parce que ce film nous offre, en plus de ça, beaucoup d'action. On est sur un personnage qui a des super pouvoirs, donc déjà j'adore. On est vraiment sur pas une course contre la montre, mais voilà, on est sur une track. Et du coup, je trouve que ça donne du piment. J'aime bien ce schéma-là dans les films d'action. Et donc là, j'ai vraiment trouvé ça sympa. Les méchants sont bien méchants, bien dégueulasses. Voilà, j'ai vraiment aimé. Il y a une petite romance qui se crée. C'est mignon. Voilà, c'est vraiment le teenage movie dans sa splendeur, mais avec vraiment le côté action, le côté science-fiction. Comme souvent, malheureusement, les adaptations des œuvres littéraires
on nous adapte le premier tome et ensuite la suite ne voit jamais le jour. C'est ce qui s'est passé avec numéro 4. Donc c'est vrai que c'était encore une fois un petit peu frustrant parce que j'aimais beaucoup. En plus le casting, je le trouvais vraiment sympa. J'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé le fond de l'histoire avec ce génocide interstellaire. Voilà, j'ai passé un super bon moment avec ce film et ça m'a donné envie de découvrir maintenant les livres parce que j'aimerais creuser plus cette histoire, savoir plus sur ce qui arrive ensuite en fait. Et voilà, donc il y a des chances que je me procure la saga parce que j'ai vraiment envie de découvrir cette histoire. Nouvelle dystopie pour continuer ce mois de la SF avec vraiment l'une de mes dystopies préférées, Seven Sisters. Donc c'est avec Noomi Rapace, j'ai un doute, Noomi Rapace, oui, comme héroïne, comme actrice principale. Elle est accompagnée de Glenn Close et de Willem Dafoe. Dans cette histoire, on plonge dans un monde où la surpopulation a complètement explosé. C'est plus humain d'être autant sur Terre. Les ressources naturelles ont complètement diminué. Il n'y a plus assez de ressources pour nourrir toutes les personnes vivant sur la planète. Et donc, on est dans un monde où les scientifiques ont pris le pouvoir et instaurent des lois pour justement remédier à ça, à cette surpopulation. Il y a notamment une loi qui est passée, celle de l'enfant unique. Dans ce climat de répression au niveau des enfants, on va rentrer dans la famille Setman avec une femme qui va accoucher, non pas de 1, non pas de 2, mais de 7 petites filles. Voilà. Elle va pas survivre à l'accouchement et c'est donc son père qui va prendre la responsabilité d'illégalement recueillir les 7 petites filles et les cacher parce que sinon elles sont promises à un funeste destin. Donc il va accueillir ces 7 petites filles chez lui. Il va tout faire pour les élever dans l'anonymat, dans le secret. Elles sont 7, comme les 7 jours de la semaine dont elles portent le prénom d'ailleurs, quand elles sont enfermées dans leur appartement. Par contre, quand elles se rendent dehors, elles ne sont plus que Karen Setman. Elles ne peuvent sortir qu'à tour de rôle, que le jour de leur prénom, pour incarner cette fameuse Karen Setman. Sauf qu'un jour, l'une d'entre elles sort faire sa journée, mais ne rentre pas le soir. Que s'est-il passé? Que va-t-il advenir des autres? Là est la question. J'ai déjà vu ce film un nombre incalculable de fois parce que vraiment je l'adore et surtout je ne m'en lasse jamais. J'aime cet univers vraiment très sombre. On est dans une dystopie, on est dans un monde très dictatorial et vraiment j'aime beaucoup cet univers. Enfin, cet univers me fait quand même très froid dans le dos. Mais j'aime ça. Et du coup, c'est vraiment toujours un plaisir de replonger dedans. On est sur une histoire de famille, parce qu'on suit ces 7 sœurs, mais ça va virer vraiment au thriller, à la course contre la montre. J'aime les rebondissements de cette histoire. On n'a pas une seconde de répit. Et vraiment, j'adore, je suis toujours embarqué dedans. On a un esprit de sororité parce que là, on a quand même 7 sœurs. Toutes ont, alors ça c'est très marrant aussi, c'est qu'elles ont toutes une personnalité différente. On va voir la rebelle, on va voir celle qui aime se pomponner, on va voir celle qui adore étudier, on va voir la geek, voilà. Elles ont toutes, la sportive, elles vont toutes avoir vraiment un trait de caractère qui va les différencier. Et vraiment, j'aime beaucoup cet esprit de sororité entre elles parce qu'elles se complètent. Tout à l'heure, je vous parlais de l'acteur de Prisma qui jouait le rôle des 2 frères. Que dire de Noomi Rapace qui incarne les 7 sœurs? C'est incroyable. La nana arrive à tenir le rôle de 7 personnes différentes qui se trouvent à la même table. C'était vraiment top, mais du coup, ça donnait tellement de réalisme au fait que ce soit des jumelles, enfin, du coup, des septuplés. Oui, ça doit être ça. Du coup, voilà, ça donnait tellement de réalisme parce que c'était la même tête, mais avec des artifices différents. Et vraiment, j'adore. Moi, j'adore cette histoire. Je suis pris dedans. J'adore ce monde vraiment sombre. J'adore les rebondissements que nous offre cette histoire. Il y a beaucoup d'action. C'est beaucoup de suspense.
C'est incroyable. Moi, je sais que j'adore et comme je vous disais, c'est vraiment un de mes films préférés en SF. Toujours dans la science-fiction, cette fois-ci, on va aborder le thème du voyage dans le temps avec Projet Almanac qui est sorti en 2015. Je ne sais pas s'il est disponible sur une plateforme. Moi, je l'ai regardé sur iTunes. Dans cette histoire, on va suivre David Raskin, qui est un brillant lycéen, un inventeur qui essaie de créer quelque chose qui marquera les annales. Et on va suivre ce jeune garçon qui va découvrir dans l'atelier de son défunt père les plans d'une machine à voyager dans le temps. Il va la construire, il va s'en servir et va découvrir que c'est pas toujours bon de toucher au temps. La première particularité de ce film, c'est qu'il est tourné en found footage. Donc c'est vraiment la caméra embarquée en fait. La caméra, c'est les yeux d'un des personnages. Et je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas, notamment dans le projet Blair Witch, dans Rec. Moi, je trouve que ça donne un côté assez immersif quand c'est bien fait. Là, pour le coup, ça m'a pas gêné. J'ai trouvé que c'était justement, ça permettait d'être au cœur de l'histoire, au cœur du film. Concernant le scénario, on n'est pas du tout dans un film révolutionnaire. Je préfère vous prévenir d'avance. On est sur une bande de potes qui découvrent une machine à voyager dans le temps, s'en servent et vont changer le passé, ça va influencer le futur. Voilà, c'est une trame, c'est déjà vu. Mais pour autant, j'ai trouvé ça vraiment sympathique à regarder. Alors, c'est pas le film révolutionnaire. Les effets sont pas ouf. C'est pas un film qui a des prétentions énormes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'a pas beaucoup fait parler. J'ai posté mon avis sur Instagram et quasiment personne n'avait jamais entendu parler de ce film. Mais c'était sympathique. C'est vraiment le genre de film de SF que tu regardes quand il n'y a rien à la télé. Tu mets ça, tu es en mode chill devant. Tu te creuses pas la tête. T'es pas assommé de termes que tu essaies de comprendre, d'analyser. T'es pas sur une enquête à essayer de trouver qui est le coupable et tout. Non, tu regardes ça vraiment en mode chill et ça fait du bien parfois. Alors moi, j'ai bien aimé ce film. Est-ce que j'aurais envie de l'acheter en DVD? Est-ce que j'aurais envie de le revoir? Non. Voilà, c'était sympa, je l'ai regardé, j'ai passé un bon moment. Maintenant que je l'ai vu, je pense que je passe à autre chose et je l'achèterai pas, j'aurais pas d'intérêt à le revoir. Mais sur le moment, c'était divertissant. Je m'écarte un court instant de la science-fiction parce que TF1 a diffusé au mois d'avril une série que j'aime beaucoup. C'était la 3e saison. C'était Je te promets, qui est la version française de This Is Us, avec notamment Marie-Lou Berry, qui est la raison pour laquelle j'ai commencé cette série. Camille Lou, Guillaume Labbé, voilà, il y a tout plein d'acteurs. Et c'était la 3e saison. Je te promets, c'est quoi? C'est une fresque familiale avec la famille Gallo qui est mise à l'honneur. On retrouve donc Maude, Michael et Mathis, des triplés qui évoluent au fil des années, qui affrontent des problématiques et qui reviennent dans leur passé avec leurs parents. Donc voilà, il y a plusieurs thématiques qui sont abordées avec le monde actuel et des flashbacks. Et c'est vraiment une fresque familiale. C'est une série qui avait beaucoup de bruit quand elle est arrivée en France parce que il y a deux teams. Il y a ceux qui ne connaissaient pas la série This Is Us et qui la découvrent avec Je te promets et qui aiment beaucoup. Et il y a les fans de This Is Us qui ne veulent même pas en entendre parler et qui sont prêts à sacrifier toutes les personnes qui oseront aimer la série. Personnellement, je ne connaissais pas la série d'origine, donc j'ai voulu découvrir cette série-là parce qu'il y avait Marie-Lou Berry qui joue dedans, et Marie-Lou Berry est une de mes actrices françaises préférées. Donc j'ai voulu me lancer, et en fait j'ai vraiment été pris dans la série que j'ai trouvé vraiment très sympa. J'ai aimé les thématiques diverses et variées qui touchent chacun des 3 enfants Gallo. Et vraiment, c'était doux, c'était très sympa. J'ai beaucoup aimé la première saison, donc c'était vraiment une saison un peu d'introduction qui nous place les personnages, mais on a quand même des thématiques abordées. La saison 2, j'avais eu un petit peu plus de mal parce que du coup, je ne sais pas si c'était l'effet de nouveauté de la première ou les thématiques qui étaient abordées dans la seconde, mais j'avais eu plus de mal avec la seconde. Je trouvais un petit côté répétitif, ça sonnait un peu déjà vu. Donc du coup,
Bon, voilà. Et la saison 3, je l'attendais avec impatience parce que pour moi, c'était la saison qui allait être déterminante. Savoir si en fait c'était vraiment l'effet de nouveauté de la première saison qui avait fait que j'aimais ou si voilà, la série s'était essoufflée à mes yeux. Et donc cette saison 3 qui était diffusée au mois d'avril, je l'ai adorée. J'ai vraiment passé un excellent moment. J'attendais chaque lundi avec impatience pour regarder mes épisodes parce que vraiment j'ai trouvé que les sujets qui étaient abordés étaient vraiment touchants, c'était vraiment les sujets auxquels on est confronté dans une famille. Et vraiment, j'ai trouvé ça très beau. J'ai trouvé que c'était très juste. Et j'ai passé un excellent moment devant. On parle des femmes qui ont des difficultés à tomber enceintes. On parle des questions qu'on se pose sur le passé des gens qui nous sont proches. On parle secret de famille. On parle les difficultés dans un couple à surmonter. Surtout après le temps qui passe, après les années qui passent. C'était vraiment des thématiques qui peuvent faire écho à beaucoup de familles, je pense. Et vraiment, moi, j'ai adoré. J'ai adoré cette saison. J'avais hâte de découvrir la saison 4. J'ai écrit ma chronique, j'étais en mode vraiment oh, pump it up et tout. Ça y est, en fait, la saison 2, c'était déjà un mauvais souvenir. Et puis, pour moi, la série, elle avait repris du poil de la bête et tout, c'était top. Et je poste mon avis tout content et tout en mode ah, vivement la saison 4. Et là, les premiers commentaires que je vois, c'est bah, t'auras pas de saison 4 parce que la série a été annulée. Et là, je suis tombé dans le ravin, je suis tombé dans le vide. Euh, Comment ça? Allez, c'est reparti. Une nouvelle série d'annulés. Je pense que ma vie se résume à ça, à une annulation de séries que j'aime. Déception du coup. On a une fin à cette intrigue, à cette troisième saison. Mais je voulais en voir plus. Je voulais vraiment en voir plus. Alors les gens vont me dire, oui, bah du coup, il faut que tu regardes This Is Us, nanani, nanana. Ouais, mais du coup, voilà, j'étais attaché à cette famille Gallo, à cette famille française. Et voilà, ça s'arrête. On a une fin, donc déjà, je vais pas me plaindre, mais j'aurais voulu plus. On a commencé par un film Marvel, cette vidéo. On va la poursuivre avec deux films Marvel, puisque je vous parle des 4 Fantastiques et des 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent. Voilà, la duologie des 4 Fantastiques, donc ancienne version, les films de 2005 et de 2007 de chez Marvel, avec Chris Evans, avec Jessica Alba. Voilà, je vous parle de cette duologie-là. Le speech des 4 Fantastiques, qu'est-ce que c'est? On va suivre un petit groupe de scientifiques, de pilotes, qui vont partir dans l'espace pour étudier une tempête cosmique. Sauf que les calculs sont pas bons, Kevin. Ils vont tomber en plein cœur de la tempête et elle va les traverser. Et quand ils vont revenir sur Terre, ils vont survivre, ils vont revenir sur Terre, ils auront un petit peu changé. Ils auront tous développé des super pouvoirs. Voilà, on a Monsieur Fantastique qui est élastique, on a Jessica Alba qui devient invisible, on a Chris Evans, la torche humaine qui peut s'embraser. Et la chose qui, lui, le pauvre, pas gâté, c'est devenu un tas de pierres. Ça ne va pas être les seuls à être touchés par cette tempête cosmique. Et en fait, ils vont se retrouver face à un ennemi à affronter, comme dans tous les Marvel. J'ai adoré replonger dans ces films, je m'en souviens très bien. Et c'est toujours un plaisir de retrouver cette bande d'acteurs. J'aime beaucoup les acteurs. Et c'est surtout que j'adore les films de super-héros en groupe. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant, je lisais les comics de chez DC Comics. Et notamment, mes préférés, c'était la Ligue des Justiciers, c'était les Teen Titans. J'adorais les X-Men, les 4 Fantastiques. Voilà, moi j'adore tout ce qui est en groupe. Et donc du coup, les 4 Fantastiques, j'adore justement cette dynamique de groupe avec les querelles qu'il y a à l'intérieur, les histoires d'amour, voilà, c'est vraiment ce que j'aime. On mélange le pouvoir avec les côtés plus personnels en fait entre les héros. Dans le premier film, on est plus ou moins sur un film quand même assez introductif parce qu'on a ces personnes lambda qui deviennent des héros du jour au lendemain parce que voilà, elles ont des super pouvoirs. Donc en fait, ces super pouvoirs vont vachement impacter leur vie personnelle, leur personne, leur tempérament. Et donc du coup, c'est vraiment
un film qui est basé plus sur la psychologie de ces personnages qui vont devoir apprendre à gérer tout ça, à gérer tout ce qui leur arrive. Donc il y a peut-être pas beaucoup d'action, mais le côté psychologique est vraiment très sympa. Dans le second, ah ben là, ils sont en pleine maîtrise de leur pouvoir et ils affrontent un nouvel ennemi, le surfeur d'argent, qui va un peu dézinguer tout le monde. Entre les deux, j'ai quand même une préférence pour le premier, que je trouve vraiment très sympa. C'est vraiment la découverte des pouvoirs, des personnalités et tout. C'est les vieilles querelles qui ressurgissent, c'est les guerres d'ego. Voilà, il y a plein de choses dans ce film que j'aime beaucoup. Je suis très attaché à ces deux histoires et surtout à ce casting. Voilà, c'est Jessica Alba, j'adore. Chris Evans en la torche avec ce côté très tête brûlée, c'est le cas de le dire. Voilà, j'aime beaucoup. La chose est vraiment le pauvre, quoi. Je plains parce que c'est lui qui a les pouvoirs les plus handicapants, mais j'aime beaucoup aussi ce personnage de Ben. Voilà, c'est moi cette duologie, j'aime beaucoup et je trouve qu'elle n'a pas vraiment vieilli. Quand on compare par rapport à Daredevil, je trouve que cette série-là a pris peut-être moins un coup de vieux. Il y avait eu un reboot il y a quelques années que j'ai complètement occulté de ma mémoire, je n'en ai plus aucun souvenir parce que pour moi il ne tenait pas la distance par rapport à ces deux-là. Et là, apparemment, un nouveau reboot est en préparation, donc pour que les 4 Fantastiques rejoignent le MCU actuel. Donc je suis curieux, je croise les doigts pour que ce soit quelque chose de mieux que le reboot précédent. Et j'espère que ce sera à la hauteur de ces films-là, parce que vraiment, la compétition est rude. On va finir ce vidéo club avec la série française Parallèle qui est disponible sur Disney+, qui compte une seule saison, c'est une mini-série. Le speech de Parallèle, c'est quoi? C'est 4 amis qui se retrouvent dans leur QG, dans un entrepôt désaffecté, pour fêter l'anniversaire d'un des leurs, Bilal. C'est des adolescents. Et va y avoir une coupure d'électricité qui va durer une seconde. Et quand la lumière revient, l'un des ados, Samuel, se retrouve tout seul. Ses amis ont disparu. Face à lui, il y a un adulte qui a 20 ans de plus que lui, qui dit être Bilal. Qu'est-ce qui s'est passé? On va être dans une série qui aborde le thème du voyage dans le temps, le voyage temporel. Oui, encore. Mais à la différence de Projet Almanach, c'est que là, il n'y a pas de machine pour voyager dans le temps. Là, c'est vraiment inexplicable. Et ça va être là toute l'intrigue de la série, c'est de savoir ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, et surtout, où sont les gens qui ont disparu, puisque du coup, de 4, ils sont passés à 2, dont l'un des deux a mangé 20 ans, quoi. C'est d'où il sort, pourquoi, c'est les interrogations qu'on va se poser pendant la série. J'ai trouvé la série vraiment très sympa. Je l'ai trouvée déjà très qualitative pour une série de science-fiction française. Franchement, elle a rien à envier à des séries américaines. Je l'ai trouvée sympa, je l'ai trouvée prenante. Il y avait l'intrigue était là, il y avait du suspense. Voilà, c'est pas la série qui m'a transcendé, mais je l'ai trouvée vraiment sympa à suivre. Je voulais le fin mot de l'histoire, donc j'ai trouvé ça très sympa. Petit point qui a su me séduire, c'est qu'à un moment dans la série apparaît Jules Houplin, qui est un jeune acteur français que j'adore. Il a joué dans Baiser caché, c'est là où je l'ai découvert. Il a joué ensuite dans plusieurs autres programmes et c'est vrai que c'est un acteur, j'essaie de suivre sa filmographie parce que j'aime beaucoup. Et donc voilà, surprise, il était dans la série, donc très content de le retrouver là. Dans cette histoire, on va avoir un côté scientifique, mais vraiment très abordable pour expliquer justement ce voyage dans le temps. Et j'ai trouvé ça très sympa. Je veux pas trop en dire parce que c'est vrai qu'il y a du rebondissement, mais vraiment j'ai passé un bon moment et je trouve que ça a clôturé très bien le mois de la SF. On est sur une série qui n'a qu'une saison, mais elle se suffit à elle-même. C'est une mini-série, donc vous avez les réponses à la fin de ce qui se lance au début. Donc quand c'est comme ça me plaît beaucoup. Donc vraiment très sympa, le casting très sympa. Voilà, c'est une série que je vous recommande. C'est un bon pas dans la SF sans prise de tête non plus, quoi.
Voilà, pour le mois de mars et le mois d'avril, c'est fait, c'est plié. J'espère que vous avez fait des jolies découvertes grâce à ce que je viens de vous présenter, que vous avez noté quelques titres dans votre liste de choses à regarder. Il y a certains programmes où je ne suis pas rentré dans les détails, c'était dur parce que j'avais des choses à vous dire. Mais voilà, j'ai essayé de faire une vidéo garantie no spoil. Donc voilà, c'était un peu frustrant de pas trop en dire. Je pense à Prisma, j'aurais tellement de choses à vous dire sur cette série. Mais voilà, motus et bouche cousue. N'hésitez pas à me dire s'il y a des films, s'il y a des séries que vous avez vues. Je suis preneur de tous les avis, vous le savez bien. Je vous attends en commentaire pour venir papoter. Je réponds à tout le monde. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait vraiment plaisir. Et surtout, ça donne de la force pour continuer à vous faire de nouvelles vidéos. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!